Extra. Salut chers auditeurs, aujourd'hui je vous propose de réécouter ou de découvrir, si vous ne l'aviez pas écouté à l'époque, cet épisode du panier que j'avais enregistré avec Thomas Meheux, le cofondateur avec Justine Hutto de Respire. Respire, c'est une gamme complète de soins d'hygiène bons pour la peau, recyclables et fabriqués en France. Respire, c'est un énorme carton et Thomas, aux manettes de la société, n'explique comment ils ont réussi à faire leur développement, lancer leur premier produit, un déodorant naturel, et surtout on aborde des sujets hyper intéressants autour de la distribution, puisque Respire est distribué chez Monoprix, chez Sephora et dans plein de pharmacies en parapharma. C'est un épisode passionnant, vous verrez si vous ne l'avez jamais écouté ou pas écouté à l'époque. Thomas, c'est une machine de guerre et j'ai appris énormément de choses, j'espère que vous aussi. Bonne écoute et bel été. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du panier. Je reçois aujourd'hui Thomas Meheux, cofondateur de Respire. Respire distribue en propre une gamme complète de soins d'hygiène naturels et faits en France dans des packagings recyclables. Comme souvent dans la parfumerie d'ailleurs ces dernières années, les produits sont mixtes. Après 2 années de travail et 1 année de vente, puisque vous avez lancé il y a à peu près 1 an, c'est ça ? Plus d'1 million de produits ont été vendus et plus de 50 000 clients ont été servis en ligne. C'est une belle histoire. Une histoire passionnante d'ailleurs qui a fait couler beaucoup d'encre et j'aimerais revenir sur les crowdfunding, les tests utilisateurs et la manière dont vous avez étudié le besoin et le marché, puis parler du lancement et de cette première année. On parlera également de la médiatisation ou de la surmédiatisation. Sans rentrer dans le débat, j'aimerais comprendre comment on le vit de l'intérieur et les actions que cela a pu entraîner. Un grand merci à Michael Weiss, fondateur de Shape Art, que vous avez pu écouter dans le panier épisode 29, qui a permis cette rencontre. Salut Thomas, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Laurent, pas de problème. Bonjour au panier. Première question peut-être, comment est-ce que vous partagez les rôles avec ta cofondatrice Justine ? Oui, alors ça a beaucoup évolué. Au tout début, on était 2, donc on faisait un peu de tout chacun ensemble. Et puis maintenant, on est 17. Donc aujourd'hui, on a 4 pôles, les opérations, le produit, les sales et la communication. Justine, elle intervient énormément sur la partie communication pour aller transmettre le message. Elle le fait super bien, donc c'est elle qui est responsable de ça. Elle intervient aussi beaucoup sur la partie produit. Et donc moi, je suis plus sur la partie commerciale et la partie opération. Ok, comment est-ce que vous vivez le Covid ? Si vous écoutez cet épisode un peu plus tard dans l'année, dans la vie, on est en mi-avril 2020, en plein confinement Covid. Comment est-ce que ça se passe pour vous ? Bon, déjà, le plus important, c'est les salariés, l'équipe. Donc, on est tous bien sûr éclatés comme chacun chez soi. On a trouvé une bonne organisation, donc on arrive à bien communiquer, les Google Hangouts, le Slack tous les jours, les check-in, les check-out. Donc tout le monde va bien, tout le monde a bonne santé. Et puis sur la partie business, nos ventes sont pas impactées online. Donc les gens visiblement continuent d'acheter des déodorants, des crèmes solaires. Donc ça c'est plutôt c'est plutôt positif. Et offline, bien sûr, on a une partie des magasins qui distribuent nos produits qui sont fermés. Donc Sephora par exemple. Combien de points de vente vous avez à date ? On a 1000 points de vente. 1000, ouais, forcément vous êtes impacté sur... Il y a une bonne partie qui est fermée, non, la majorité ? Bah, il y a, je dirais, environ 30-40% des magasins qui sont fermés, mais ça représente une partie plus importante en termes de chiffre d'affaires, quoi. Si on parle de Sephora, qui est un de nos grands partenaires, eux sont fermés, donc ça a un impact sur le business. Ouais. Sephora, distributeur de Respire, là, alors que c'est même pas, vous faites à peine vos 1 an. Franchement, je suis impatient qu'on arrive à cette section, de comprendre comment vous avez fait ça. Tu t'as dit que les ventes en ligne étaient pas impactées, que les crèmes solaires marchent. Ça veut dire que les gens, alors en fait, les gens bronzent sur leur balcon ou leur terrasse ou se projettent déjà dans un été ensoleillé et puis surtout déconfiné, quoi. Ouais, bah tu vois, c'était une question qu'on avait, c'est on se demandait est-ce que les gens allaient acheter des crèmes solaires, et visiblement c'est le cas. Et comme je te disais avant qu'on enregistre le podcast, moi j'ai un pote qui vend des parasols et un autre pote dont le père vend du charbon de bois pour les barbecues, et eux 2 cartonnent, donc visiblement les gens sont chez eux. Voilà, la vie continue. Les gens font des barbecues sur la terrasse, quoi. Ouais, exactement. Ou leur jardin. Exactement. Ok. Quand est-ce que l'aventure a commencé ? Alors, moi, pour donner un peu de background, j'avais déjà monté une boîte avant dans les logiciels que j'ai revendue. C'était une petite aventure d'1 an et demi. En 2 ans, j'avais très envie de me
me replonger dans l'entrepreneuriat, mais plus sur la partie Le logiciel dans quel domaine? de l'analyse de données pour les salles de cinéma. Donc, si je te la fais très courte, en gros. Hyper pointu. Ouais. Attends, analyse de données pour les salles de cinéma. Ouais. Mais c'est-à-dire? Je vais t'expliquer en 2 secondes. En gros, on récupérait des années de données de vente des salles de cinéma, donc le nombre de tickets vendus par film, par horaire, etc. Et on analysait ça, on les mergeait avec des données contextuelles comme la météo, par exemple, qui a un impact sur la fréquentation des salles. Et en fonction de ça, on arrivait à déterminer quel type de film marchait bien à quel horaire. Et grâce à cette analyse-là, on recommandait des choix de programmation optimaux aux salles de cinéma pour maximiser les taux de remplissage. Voilà. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi avec 2 copains. C'est très niche, on est d'accord. Ouais, d'analyse de données, très niche. Et on a eu la chance d'arriver au bon moment sur ces sujets-là. Donc, on s'est fait racheter par une grosse entreprise, un gros industriel dans le marché du cinéma. Donc, moi, ce que ça m'a appris, c'est que... Attends, dans la production cinématographique ou distribution? Alors, nous, on s'occupait des salles de cinéma et on a vendu un industriel qui, à la base, a transformé en fait les projecteurs analogiques en numérique. Donc avant, tu avais des bobines dans les salles de cinéma et maintenant, tu as des sortes de grosses clés USB. Donc voilà, maintenant tous les cinémas sont occupés, donc ils sont en train de changer de métier. Et bien sûr, la data les intéresse, donc ils ont racheté notre brique logiciel. Ok, et ils s'en servent? Je sais pas, faut leur demander. J'ai plus beaucoup de contacts. Ok, et donc après, comment ça s'appelait, pardon? Ça s'appelait Projective. Projective, et du coup après Projective? Ouais, et donc voilà, cette première expérience, je me suis dit, putain, mais c'est génial l'entrepreneuriat, tu bosses sur des sujets intéressants, t'as des nouvelles qui arrivent sur la table tous les jours, c'est une aventure de dingue. Et donc, je voulais continuer ça, mais plus sur le sujet des marques, plus sur le B2C, parce que j'ai toujours adoré les marques. Je me suis dit, voilà, aujourd'hui, les entreprises et les marques ont la responsabilité et le pouvoir de faire bouger les lignes sur un tas de sujets. Et on le voit d'ailleurs pendant le Covid. Là, si tu as suivi un petit peu toutes les initiatives qui ont été portées par des entrepreneurs, comme Céline Lazorte d'ailleurs, dont tu parlais, avec Protège ton soignant, je me dis c'est génial de pouvoir avoir un impact sur la vie de millions de gens avec une marque et des produits, quoi. Et donc, j'ai commencé à chercher de mon côté, puis c'est à ce moment-là où en fait, je me suis rapproché de Justine. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? On a des amis en commun. Puis donc, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que déjà, on s'entendait bien et qu'on était assez complémentaires parce qu'elle, elle a une histoire déjà dont beaucoup de gens ont entendu parler. Elle a une tumeur bénigne à la poitrine. Elle s'est mise à courir en relatant ses premiers efforts sur les réseaux sociaux. Ça a pris. Elle avait une communauté de 20 000 followers, je crois, à cette époque-là. Puis elle a envie de monter sa boîte. Son père est entrepreneur. Moi, j'avais un petit bagage entrepreneurial derrière moi. On s'est bien entendu. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un truc ensemble. Et de fil en aiguille, en fait, on s'est dit, c'est génial, quoi. Justine a une histoire à raconter. Moi, je peux m'occuper de la partie opération. Donc, on a commencé à bosser de manière très naïve. On connaissait rien au marché de la cosmétique. On a été très humble au début. On est allé sur Europage, je sais pas si tu connais ce site qui référence toutes les entreprises en Europe, dans tous les secteurs que tu peux imaginer. On a tapé là. Non, je ne connaissais pas, mais maintenant oui, Europage. Ouais. C'est quoi? C'est un annuaire de prestataires? C'est un gros annuaire. Un gros annuaire. Tu mets, j'en sais rien, sidérurgie. Tu vas tomber sur des entreprises qui font de la sidérurgie en Ukraine, en France, en Espagne. Tu vois. Okay. Voilà. Et on a tapé laboratoire. On a appelé tous les laboratoires de France en leur parlant de notre projet, de ce qu'on avait envie de faire dans le déodorant. Et on est tombé sur Véronique, qui est un docteur en pharmacie, qui a été sensible, je pense, à notre projet, qui a accepté de nous accompagner au début alors qu'on avait encore pas beaucoup d'argent. Voilà, et c'est comme ça qu'on a, on a tiré la boîte. Véronique qui était un laboratoire ou Véronique, c'est un docteur en pharmacie qui a monté son laboratoire en Bretagne. D'accord. Voilà, et je pense qu'elle a, elle a un peu de bagou, elle a tout vu sur le marché des soins et elle s'est dit, bon, ça peut être sympa d'accompagner ces 2 jeunes qui ont l'air motivés, quoi. C'est comme ça que ça a démarré. Super. Là, on est quand? Là, on est, tu vois, à peu près à cette époque de l'année, en 2018. Donc, avril. Donc, il y a 2 ans. Ouais, exactement. Ok. Donc voilà comment ça a démarré, en 9 mois de R&D. Donc c'était des allers-retours avec ce laboratoire. Avec ce laboratoire pour trouver un déodorant naturel, fait en France, efficace, vegan
Et donc on a fait plein de tests et on y reviendra, je pense, mais un des éléments qui s'est avéré être clé pour la suite, c'est directement, en fait, on a fait intervenir la communauté, donc à l'époque c'était celle de Justine, dans notre développement produit et dans l'aventure, quoi. Donc, de manière très concrète, Justine a envoyé un message à sa communauté, réunion mardi soir 18h dans notre espace de coworking pour échanger sur le projet. Qui veut venir? Hop, il y avait 15 personnes qui venaient. On leur a échangé. Qu'est-ce que vous pensez du parfum? Voilà. C'est comme ça qu'on a démarré, quoi. Et alors, ça c'est dans la phase de R&D, donc de test des produits et des recettes, c'est ça? Exactement. Donc, entre mai Octobre. et fin d'année, fin 2018. Ouais. Entre mai et octobre, ok. Exactement. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a fait. On était très naïfs, mais on a fait les choses bien. Les gens nous ont donné leur retour. On a même créé un groupe WhatsApp. On appelait le Respire Club où en fait on posait des questions aux mecs un soir en montrant la couleur des packaging, etc. Ils nous donnaient leur retour. Et tu vois, ça, je pense que si j'avais pas fait cette première entreprise dans les logiciels où les méthodes agiles, directement tu mets ton produit sur le marché, même s'il n'est pas parfait, sont, sont, sont très connus, bah, on n'aurait peut-être pas eu cette méthode-là, tu vois, d'aller voir la communauté, de mettre notre projet aux yeux de tous, même s'il n'était pas finalisé, quoi. D'accord, je veux bien qu'on rentre un peu plus dans le détail que ça. Donc, il y a eu combien de rencontres avec ces utilisateurs? Je sais pas, aujourd'hui dans le Respect Club, il doit y avoir, sur notre groupe WhatsApp, il doit y avoir 60 personnes. Et du coup, on a dû avoir une dizaine de rencontres avant notre crowdfunding, quoi. D'accord, 60 personnes dans le groupe WhatsApp Respire Club. Ouais. Et du coup, ok, ça reste un groupe assez fermé. Ouais. Ouais, Bah, assez restreint. l'idée, c'était d'avoir du qualitatif avec ces gens-là et du quantitatif via des sondages qu'on faisait sur Typeform, tu vois, très, très classique. Et en fait, grâce à la puissance de la communauté de Justine, 20 000 personnes, c'est pas grand-chose. En même temps, ça commence déjà à être Elle avait combien, pardon, de followers à cette époque 20 dans 000, sa communauté? 20 000 personnes. 20 000, Ouais. ok. Bah, on envoyait un Typeform et tu vois, en 24 heures, on recevait 1000 réponses sur quels produits est-ce qu'ils utilisent, comment est-ce qu'ils les utilisent, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir de supplémentaire, qu'est-ce qui les gêne dans les produits qu'ils utilisent. Et ça a été une force incroyable pour nous, quoi. Ok. Et donc, ceux qui acceptent et viennent à ces rendez-vous de test, Ouais. vous les rentrez dans le Respire Club, vous leur montrez régulièrement L'avancée, ouais. les packaging, l'avancée du projet. Ouais, exactement. Et ça nous amène jusqu'à octobre. C'est ça, octobre 2018. Voilà, octobre 2018, on a notre produit, notre déodorant naturel qui est fait, on a tout qui est prêt. Maintenant, il faut financer la production. Et donc là, on s'est dit, en fait, le prolongement naturel de tout ce travail de co-création avec la communauté, c'est un crowdfunding, quoi. On avait entendu parler des belles histoires comme, je me sens qu'il y avait eu Asphalt, qui avait super marché, il y avait eu Pérouse pour les chaussures. Donc, en fait, on a contacté Ulule. On leur a dit, voilà, on a ce projet-là. Ils nous ont donné leur retour. Voilà comment ça s'organise. Une campagne d'1 mois. Et on a... Pourquoi Ulule? Alors, pour être honnête, on était un peu short sur le timing et donc on a hésité entre deux, KissKissBankBank, Ulule. Ce qui nous avait penché sur Ulule, c'est qu'ils avaient à l'époque une équipe d'accompagnement à qui on pouvait poser des questions, etc. Versus KissKissBankBank qui en avait pas. Alors je sais pas s'ils en ont une aujourd'hui. Mais voilà, si on s'est dit bon, c'est top d'avoir un interlocuteur. Et d'ailleurs, c'était bien nécessaire. Ok. Plutôt que de le faire soi-même d'ailleurs, qui est une option. Ouais, absolument. Pour certains, ok. Et donc vous lancez la campagne de crowdfunding. Comment est-ce que vous l'annoncez? Alors, on a fait un truc intéressant, je pense, c'est qu'on a conservé le premier produit, la nature du premier produit secrète jusqu'au jour du lancement. Donc en fait, on a teasé nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Respire, jusque-là, jusqu'en octobre, en disant voilà, on sort un nouveau produit, c'est un soin d'hygiène naturel. Dans 1 mois, 15 jours, 10 jours, 1 jour, dans 24 heures, on vous l'annonce. Et le jour où on a annoncé qu'il s'agissait d'un déodorant naturel, on a ouvert le crowdfunding. Et en fait, je pense que par l'effet de surprise, les gens étaient très enthousiastes. Ça faisait quelques mois qu'ils suivaient le projet. Ils se sont dit, mais c'est génial. Alors, ils en ont parlé autour d'eux. Ils ont participé à la campagne. Voilà. Mais ça veut dire que le Respire Club a su tenir sa langue et. Exactement. Ok. Faut faire confiance, Ouais, bien sûr. Pourquoi ne commencer que par un produit, pardon, excuse-moi? Bah, déjà, c'est l'histoire de Justine qui voulait ça. Elle a eu une tumeur bénigne à la poitrine. Les docteurs lui ont dit de faire attention à ce qu'elle se mettait sur la peau. Nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on commence par un seul produit parce que on n'était que deux.
qu'on connaissait encore pas très bien. Et le plus urgent, selon nous, c'était le déodorant. Donc, on s'est attaché au déodorant, même si on avait déjà en tête à l'époque d'étoffer la gamme le plus rapidement possible. Ok, je comprends. Et donc, vous lancez la campagne de crowdfunding auprès de vos réseaux, des réseaux de Respire. Le nom Respire, il existe depuis quand? Écoute, il existe. Alors, pour la petite histoire, au début, ça devait s'appeler Décide. On aimait bien, tu vois, les verbes qui évoquaient une action. L'action. Exactement. Ouais. Décide, on trouvait que ça faisait peut-être un peu trop autoritaire, tu vois. L'idée derrière, c'était décide de l'avenir que tu veux pour toi, Ouais, ton corps. prends les choses en main. Ouais, exactement. Et en fait, respire, on a trouvé ça très joli. Et puis voilà, dès qu'on a trouvé. Et c'était libre? Ouais. Ou vous l'avez racheté à quelqu'un? Non, c'était libre. Ok, belle, beau nom de domaine. Et ça, c'est à peu près quand? Tu te souviens ou pas? C'est dans les 9 mois de R&D, c'est ça? Ouais, exactement. Je pense que ça devait être pendant l'été, quelque chose comme ça. L'été 2018. Et donc en octobre, vous lancez la campagne de crowdfunding. Vous annoncez au dernier moment à tous ceux qui ne le savent pas encore quel est le produit que vous allez crowdfunder. Ouais. Et cette campagne de crowdfunding en octobre, en novembre, du coup, elle se termine au courant décembre. Exactement. Ça dure un mois et ça a été un tipping point. Ça a explosé. On s'y attendait pas du tout. Tu vois, dans nos têtes. Tu me prends c'est mon mot. Ça. Merde. C'est la ouais, question qui vient après. Ouais, mais non, mais très bien. Et donc tipping point de toute façon, vous n'existez pas, donc forcément, c'est d'un coup une accélération. Ouais, mais si tu veux, nous, on avait en tête un développement progressif. Ça faisait 9 mois qu'on était en R&D. On s'est dit qu'on allait faire un crowdfunding pour faire un petit peu parler de notre marque et puis financer cette première production. Donc, on espérait peut-être, 3 à 4 000 précommandes de déodorants. Et en fait, en 24 heures, on est déjà à 5 000. Donc là, on se dit, waouh, on a touché du doigt quelque chose, on a touché une corde sensible. Et voilà, et en fait, ça a été le cas pendant toute la campagne où ton premier cercle est le premier à relayer ta campagne. En fait, ça s'est étendu. Le premier cercle a été hyper enthousiaste et je crois a été sensible à la vidéo du crowdfunding quand elle a partagé. Deuxième cercle, troisième cercle. Et en fait, ça a pris de l'ampleur et ça nous a totalement dépassé. Pour être honnête, on s'attendait pas du tout à vendre 20 000 déodorants en un mois, quoi. Sans marketing payant. 20 000 déodorants en un mois. Comment tu travailles? Tiens, la question que j'allais me poser, mais justement, tes différents cercles sur ton crowdfunding. Parce que le premier, tu lui demandes pas d'acheter, tu lui demandes de partager. Le deuxième, tu lui demandes peut-être d'acheter, je sais pas. Le troisième, d'être un ambassadeur. Comment est-ce que tu les... Il y a pas 1000 solutions. Travail. Il faut que les gens ils soient touchés par ton projet. Il faut qu'ils soient sensibles. Il faut que ça les intéresse. Et donc, nous, ce sur quoi on s'est acharné et on a beaucoup travaillé, c'est sur le discours, quoi. Quelle histoire est-ce qu'on raconte? Donc c'était celle de Justine. Comment est-ce qu'on, quel mot est-ce qu'on utilise pour toucher les gens? Et on a énormément travaillé sur le discours, sur la vidéo, puisque dans une campagne de crowdfunding, c'est la vidéo qui est le plus important. C'est ça qui va voyager à travers les réseaux sociaux, les emails, etc. Et finalement, c'est ça qui a fonctionné. C'est-à-dire que nous, on a posté la vidéo, on a contacté notre premier cercle, dont les 28 personnes, c'est vrai, de la communauté de Justine. Et en fait, la vidéo, elle a voyagé d'elle-même parce que les gens ont été touchés par l'histoire de Justine et notre démarche, quoi. Et on repartageait. T'as une idée du nombre de fois où la vidéo a été vue en cumulé sur les différents supports et réseaux? 2 millions de fois. 2 millions de vues sur cette vidéo? Ah ouais, c'est impressionnant. Super. Comment vous l'avez travaillé, cette vidéo? Le budget, les prestats. Écoute, on a mis 500 €, je crois, dans cette vidéo, qui a servi à avoir une vidéo de bonne qualité d'un point de vue de l'image. Donc en fait, c'est une vidéaste qui a tourné la vidéo, mais tout ce qui est, si tu veux, le scénario, le script, la réalisation, c'est Justine et moi qui l'avons fait. Voilà. Donc tu vois, ça nous a pris du temps, mais finalement, avec peu de budget, on a réussi à avoir une belle vidéo. Et aujourd'hui, on met peut-être un petit peu plus de moyens dans nos productions, mais on n'a jamais réussi à atteindre ce nombre de vues-là. C'est beau, hein. 2 millions de vues pour 20 000 produits, 2 000, 200 000, 20 000, ça fait 1%, c'est ça de... Ok, hyper intéressant ça. Et donc, on arrive en décembre avec une campagne de crowdfunding qui est finie, un produit qui est... une recette qui est prête, 20 000 produits pré-vendus. Ouais, exactement. Et quand est-ce que vous commencez à livrer? On livre en mai, donc si tu veux la période entre, en gros, janvier et mai, c'est tout azimut, on s'improvise logisticien, site web, graphiste,
avec Justine. Des personnes de la communauté nous aident. Donc, par exemple, nos premières photos ont été faites par une personne de la communauté. La première version de notre site web a été faite par quelqu'un de la communauté. Donc, ça a aussi beaucoup de vertus d'être entouré de gens qui croient dans ton projet. On n'a pas tout fait parfaitement, mais si tu veux, on y a mis du cœur. Et ça, c'est un truc que je répète aux personnes qui veulent lancer leur boîte et leur marque, c'est que il vaut mieux avancer vite, tout faire, pas forcément parfaitement, mais au moins avoir un truc qui roule, quoi, un skateboard, plutôt qu'une Porsche qui roule pas, quoi, une moitié de Porsche qui roule pas. C'est marrant, j'ai un prospect hier sur Cause Nostra qui nous a dit ça exactement. Il a dit je veux un skateboard. C'est pas grave s'il n'y a pas de fermeture centralisée, je veux juste que ça roule. Voilà. Avec un peu de recul là sur ces 4 mois qui sont hyper importants pour partir d'une idée d'un proto et puis livrer 20 000 produits. Avec un peu de recul, quels ont été les plus gros challenges, les plus grosses difficultés que vous avez sous-estimées? En gros, ton conseil à quelqu'un qui repasserait par là, ou ton conseil à toi-même d'ailleurs, il y a un an. Sur ces 4 premiers mois, tu veux dire? C'est 4 mois, ouais, entre le moment où la campagne se termine et le moment où tu commences à livrer. C'est un petit peu, je crois, ce que je viens de dire, c'est-à-dire pas vouloir tout faire parfaitement, parce qu'on était 2 à l'époque. Il y avait quand même 20 000 produits à shipper 3 mois plus tard. Et donc, voilà, c'était quick and dirty. On trouvait notre logisticien, ok, on lui envoie tu vois, ce dont on a besoin. Il y a eu plein de petites merdouilles. Les sites web, on savait qu'ils n'étaient pas parfaits, ça buguait de temps en temps, etc. Mais ça marchait. Donc, moi, si je devais le refaire, je ferais sans doute la même chose. Voilà, pas pignoler le truc jusqu'à ce que la virgule soit bien placée. Je pense qu'il y a un vrai bonus à aller vite et avoir un truc qui tourne, quoi. Je vais utiliser ça en virgule d'intro, je pense. Et du coup, je note 20 minutes, 45. Allez vite. Super. En mai, vous commencez à livrer. Et là, avance rapide un an plus tard, parce que ça fait exactement un an. Ouais. Presque un an. Je le disais en intro, mais je veux bien qu'on revienne dessus. Vous êtes, alors ça tu l'as pas dit, mais aussi je crois, vous êtes 17 dans la société. Ouais. Vous avez livré 1 million de produits. Vous distribuez en online et en offline sur un ratio d'à peu près 50-50, si j'ai bien compris. C'est ça. Super. J'aimerais bien comprendre comment on accélère de 20 000 produits à 1 million. Sur cette première année. Je vais commencer par la distribution parce que ça m'intéresse. Ouais. Aujourd'hui, ton mix distrib, c'est quoi? Déjà, on a du online, donc notre canal propre, et du offline. Et ça, c'est à peu près 50-50. Et c'est un premier choix qu'on a fait important, c'est que sur tous les modèles D2C, direct to consumer, ou DNVB qu'on peut voir, etc., les thèses de distribution ont quand même régulièrement été 100% online. Il faut aller online parce que c'est relation directe avec le consommateur. On cut le middleman qui est le distributeur, donc économie de coûts, etc., etc. Moi, j'y crois pas du tout. On n'y croyait pas du tout avec Justine. La réalité, c'est que le middleman, même quand tu es en ligne, il existe et il s'appelle Facebook ou Instagram pour l'acquisition. Donc, même si tu peux parler à ton consommateur directement, finalement, tu vas devoir payer pour aller lui parler. Donc ça, c'est la première chose. Ouais, ou utiliser l'autoroute de quelqu'un d'autre, quoi. Ou utiliser l'autoroute de quelqu'un d'autre. Et la deuxième chose, c'est que faut pas oublier, en tout cas dans notre cas, que un déodorant, une crème solaire, mais aujourd'hui, personne l'achète ou très très peu de personnes l'achètent en ligne, quoi. Donc nous, on est consumer centric. On va là où les consommateurs achètent leurs produits, ils l'achètent en grande surface. Donc ça faisait du sens de revenir à une logique de distribution physique, quoi. Ouais, tradi. On y reviendra après en parlant de la pub, mais je pense que c'est un peu le même sujet pour toucher le grand public et sortir de tes cercles. La grande distrib, c'est un passage presque obligé. Dans vos tests utilisateurs, ou en tout cas les insights que vous aviez eu au début, quelles sont les frictions à l'achat d'un déo? Moi, je fais un truc bête, mais je pense que tout le monde fait pareil. Quand je suis dans, ça fait longtemps que j'ai pas été dans un supermarché, mais j'ouvre et je le sens, quoi. Ouais, absolument. Mais c'est le cas de l'ensemble du marché des cosmétiques. Aujourd'hui, les cosmétiques en ligne, c'est 10% du marché total des cosmétiques. Et la raison pour laquelle ça grossit pas aussi vite que ce qu'on pourrait l'imaginer, c'est qu'on est sur un marché très sensoriel où les gens ont besoin de sentir, de toucher, de voir les textures, un peu comme les fringues peut-être d'une certaine manière, je sais pas. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est avoir un site web avec des produits où on explique le plus possible notre produit,
C'est déjà le cas sur plein de marques cosmétiques. Sur l'hygiène, qui est un marché qui est quand même pas hyper sexy, il faut se le dire, il y avait finalement peu de choses qui avaient été faites par les marques existantes. Donc nous, simplement en expliquant ce qu'il y avait dedans, pourquoi, d'où est-ce que ça venait, comment est-ce qu'on le faisait, quel était l'effet sur la peau, à quoi on pouvait s'attendre comme bienfait, bah directement on est sorti du lot, je pense. Et c'est ça qui a fonctionné aussi. Comment tu décris une odeur? Bah dans les photos, nous en l'occurrence, on a un déodorant citron bergamote qui est notre best-seller. C'est peut-être autre chose déjà comme parfum que les parfums habituels de déodorant. Bah voilà, tu présentes, tu montres des citrons, t'as un bon édito. Tout de suite, on a recruté quelqu'un qui avait une belle plume pour bien expliquer ce qu'on faisait. Et visiblement, ça marche, quoi. On montre un citron et une bergamote ou une feuille Une feuille de thé, parce que moi, il se trouve qu'à la maison, j'ai le Respire, thé vert. le déodorant, pardon, naturel, thé vert, ouais, c'est Ouais. ça. Ok. Et donc, tu disais, dès le début, vous recrutez une plume pour la conception et rédaction. Ouais, exactement. Notre première embauche, en réalité, ça a été sur le développement produit, pour commencer dès le départ très tôt les développements des prochains produits. Et puis ensuite, on a pris quelqu'un qui gère en fait les réseaux sociaux et qui écrit tous nos éditos sur notre site web, etc. Quoi. C'est un vrai métier d'arriver à transmettre une émotion à l'écrit. Ok, ouais, évidemment. On l'a fait nous pour certains, on l'a fait pour Bastide d'ailleurs dans le passé. Ouais. C'est jamais évident et surtout, enfin ça se doit de vendre de projeter une image, une ambiance, une émotion et tout en étant assez descriptif aussi quoi. Et ok. Et du coup, donc au-delà de ces KPI, pour revenir à la distribution, vous dites dès le début que c'est ce que tu disais, le physique est important. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à signer des distributions, des réseaux de distribution, pardon, comme tu l'as cité, Sephora par exemple? Ouais. Alors, encore une fois, je reviendrai, je pense souvent à ça, mais on revient à la communauté et à l'histoire qu'on raconte, qui pour moi sont les fondamentaux, quoi. C'est-à-dire que si l'histoire que tu racontes est authentique, si tu arrives à l'exprimer de manière claire, tu vas avoir une adhésion de la part du public, de ta communauté. Et finalement, les distributeurs, ils veulent ça. On est partenaire de Sephora, on est partenaire de Monoprix. Nos intérêts sont alignés. Donc, s'ils se rendent compte qu'en fait, on a touché une partie de la population dont les besoins n'étaient pas résorbés, ça va les intéresser, quoi. Donc, tout le travail qu'on a fait en amont pour raconter notre histoire, etc., elle nous a servi derrière dans la mesure où on n'est pas allé les voir en leur toquant à la porte, en leur disant bonjour, on aimerait bien être référencé chez vous. C'est eux qui sont venus, quoi. C'est eux qui sont venus nous disant ça nous intéresse, on aime bien ce que vous faites. Et donc, on s'est facilité énormément la tâche à partir de début janvier 2019. En fait, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit ça nous intéresse. Voilà, vous avez des produits qui répondent à un besoin. Donc, finalement, tu vois, c'est vraiment pas ça qui a été le plus dur. Quand tu dis ils sont venus nous voir, là, c'était en l'occurrence, entre autres, mais Monoprix et Sephora. Absolument, ouais. C'est incroyable. Écoute, j'ai enregistré il y a quelques jours, c'est pas encore passé, mais avec la patronne de Jonac, c'est deux frères et sœurs, et c'est marrant, on parlait de la distribution à l'international, et elle me disait la même chose pour justement l'international, c'est que leurs distributeurs, leurs relais de vente à l'international sont des gens qui sont venus les chercher. Et la manière dont ils les ont trouvés, c'est que quand tu es une grande marque de, je sais pas de GMS, mais on va dire de galeries au Canada, et que tu viens en France, tu vas voir ce qui se passe au printemps ou aux Galeries Lafayette, tu regardes les plus gros corners et ceux qui marchent, et puis après tu contactes les marques. Et eux, c'est comme ça qu'ils ont été contactés. Vous, c'est Sephora et Monoprix qui sont venus vous chercher. Ouais, écoute, vous avez repéré, mais vous avez repéré dans quoi, dans la campagne de crowdfunding? Ouais, absolument. Tu vois, juste un bon exemple aussi de la puissance de la communauté, c'est que Justine, elle avait 20 000 followers sur Instagram. En revanche, elle avait jamais utilisé LinkedIn de sa vie et elle est passée de 400 followers à 70 000, je crois, aujourd'hui. parce que son histoire a touché les gens aussi sur LinkedIn. Je pense qu'elle véhicule des valeurs d'entrepreneuriat, de woman power qui a touché les gens. Et voilà, c'est construit un réseau énorme comme ça, réseau sur lequel je pense Monoprix, Sephora étaient et ont vu notre campagne, quoi. Super. C'est quoi l'enjeu pour vous, petite boîte qui se lance il y a 1 an, d'aller distribuer chez Sephora? Il y a un minimum de prod, de livraison, de distrib. À partir du moment où tu es adossé à un gros, tu as des contraintes importantes à respecter, tu dois avoir des produits disponibles, tu dois livrer dans les temps. Pour vous donner une idée, par exemple, quand un camion arrive chez Sephora, c'est des créneaux de 15 minutes
qui sont bookés à l'avance et sur lesquels on doit être présent pour que l'équipe logistique de Sephora puisse décharger les camions. Donc, ça nous a obligés, si tu veux, à se professionnaliser. Quand un camion respire, enfin avec des produits respire, arrive chez Sephora, il a 15 minutes pour vider et vous, Respire, les équipes de Respire devaient être présentes? Pour ça, on a des partenaires, des partenaires logistiques qui s'en occupent pour nous. Ouais. Mais c'est comme ça que ça se passe, ouais. C'est hyper exigeant. Okay. Donc, pour répondre à ta question, oui, on a dû muscler un petit peu les équipes. C'est pour ça qu'on a recruté beaucoup de monde à partir de l'été 2019 pour faire face, voilà, à ces contraintes et cette exigence de la grande distribution, quoi. D'accord. Et vous êtes présent sur tout le territoire? Ouais, absolument. Pour Monoprix comme Sephora? Tous les Monoprix, tous les Sephora de France. C'est une énorme accélération. Et ça s'est fait au bout de combien de temps? Bah, tu vois, Monoprix, on a C'était immédiat on a lancé en mai, donc on était encore 2 à l'époque chez Monoprix. Et ensuite, on a lancé Sephora en septembre. Donc là, on devait être une dizaine dans l'équipe. Donc ouais, c'est allé très 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 vite. Et je dois dire aussi que malgré la difficulté et l'exigence que ça nous a demandé pour assurer ces livraisons, il y a quand même un truc génial dans la grande distribution, c'est que en étant dans 300 magasins, pour moi, une marque, j'ai un point de livraison et un point de vente. Donc c'est une facilité logistique incroyable par rapport à voilà 300 magasins que je dois livrer un par un, que je dois faire facturer un par un. C'est quand même, enfin, faut se rendre compte de la beauté du système quand même aussi, quoi. C'est une beauté qui te coûte cher, non? C'est une beauté qui coûte cher, mais qui en vaut la peine. Enfin, en tout cas, nous, notre mission, c'est de proposer nos produits au plus grand nombre. Donc, si on doit le faire en rognant un peu sur notre marge, il n'y a pas de sujet, quoi. Je crois que, je veux pas dire de bêtises, mais j'avais eu un invité qui me disait que ça lui coûtait pareil de distribuer avec une marge complètement dégradée en grande distrib versus distribuer sur son site. Ça m'étonne pas, ouais. S'il mettait tout bout à bout. Ça m'étonne pas. Au final, ouais. Ça dépend de ton panier moyen en réalité sur ton site en ligne, mais il faut pas oublier que quand tu vas shipper un colis à un particulier, bah, t'as quand même des frais de préparation de ta commande, des frais de livraison qui coûtent cher, quoi. C'est sûr. Alors que là, tu envoies directement de ta prod à ton au logisticien de Sephora ou de Monoprix. Donc ça c'est pour on va dire des chaînes Sephora, Monoprix. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux physiques ou en tout cas magasins physiques où vous distribuez? Ouais, absolument. Il y a un réseau sur lequel on accélère, c'est les pharmacies, puisque notre communauté demande à avoir nos produits en pharmacie. En général, les personnes qui vont chercher leurs soins d'hygiène là-bas, c'est des personnes qui sont... Ça apporte de la légitimité aussi. Exactement, une crédibilité, une caution médicale, et c'est des personnes qui rentrent dans une pharmacie pour aller chercher des produits qui sont sans doute plus clean, qui font plus attention à la liste d'ingrédients. Donc, c'est typiquement des produits à des espaces où les produits Respire peuvent très bien vivre, quoi. Ok. Difficile à toucher, les réseaux de pharma, c'est pas évident, c'est plus éclaté. Ouais, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que contrairement à des grosses chaînes, c'est beaucoup de démarchage pharmacie par pharmacie. Il y a moins de systèmes informatiques en place, donc pour la facturation et la livraison, c'est plus compliqué. Donc ça nécessite un engagement et un investissement humain plus important de la part de Respire, des marques, pour aller toucher ces gens-là, quoi. Mais qui vaut le coup, selon vous? Ce que vous y gagnez, c'est quoi? C'est de toucher ces utilisateurs, ces clients qui n'achètent qu'en pharmacie, ou c'est aussi justement cette crédibilité? Bah les deux. T'as bien résumé, c'est les deux sujets. Ok, très bien. Tu m'as dit 1000 points de vente, hein, c'est ça, ouais. À date, au bout d'un an, ouais. Qui ont écoulé du coup 500 000 produits, la moitié du total. L'inconvénient en revanche, alors on n'apprend rien à personne, mais c'est que tu n'as aucun lien avec ton client final. Est-ce que vous essayez d'embaser d'une manière ou d'une autre ces utilisateurs que vous n'avez jamais vus, en leur demandant d'aller vous suivre sur les réseaux, en mettant une petite, je sais pas, une petite note dans les boîtes, s'il y a une boîte. Comment est-ce que... Ouais, alors t'as raison, c'est vrai que nous on pense que, un client qui achète le produit sans connaître l'histoire et notre démarche, c'est un client qui a moins de valeur à nos yeux, et donc on essaye à tout prix de les faire venir online sur notre site web, sur nos réseaux. Donc c'est pour ça qu'on a insisté auprès de nos distributeurs pour avoir des surfaces d'expression. Donc par exemple, si vous allez chez Monoprix, vous verrez, on a un petit encart qui explique nos valeurs, notre site web, etc.
Ça, c'est hyper important pour nous que les gens comprennent la démarche. Et puis ensuite, ce dont on se rend compte, c'est que même si les gens vont aller acheter notre produit en magasin, souvent, ils découvrent la marque en ligne, quoi. Donc, ils suivent notre actualité sur les réseaux sociaux, ils reçoivent nos mails. Et puis, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique d'aller faire ses courses de déodorant et de savon en même temps qu'acheter ses tomates, bah, ils vont aller chez Monoprix pour faire un gros marché, quoi. Ok, compris. Est-ce qu'il y a eu des gamelles lors de cette première année sur lesquelles il y a un apprentissage à tirer? Ouais, alors bon, pour être honnête, je pense qu'on a quand même fait un certain nombre de bons choix dans la distribution, dans le développement des prochains produits, etc. Si je regarde un an en arrière, après c'est sûr on peut toujours faire mieux. Il y a peut-être 2 sujets moi qui me viennent en tête. Le premier, c'est sur la partie logistique, mais finalement c'est un conseil qui peut s'appliquer à d'autres pans du business. C'est qu'on est parti avec un prestataire qui convenait bien pour les débuts de Respire, avec des petits volumes de commandes par mois. Et on l'a choisi parce que c'était sans doute la solution la moins chère. Et on s'est rapidement aperçu que dès le volume de vente et de commandes a explosé, ce logisticien était plus du tout en capacité de suivre. Et donc ça a créé pas mal de problèmes avec des retards, des commandes oubliées, etc., quoi. Donc si c'était à refaire, ouais. Ouais, vous l'aviez choisi parce qu'il était moins cher, il y avait d'autres raisons? Parce qu'il était proche, parce qu'il était... Moins cher, à Paris. Le prix, c'était le moins 10 ans. À Paris, okay. Tu vois, voilà, contact direct, etc. Et voilà, si c'était à refaire, je pense que j'aurais plus anticipé en me disant, aujourd'hui, on a peut-être 100 commandes, mais qu'est-ce qui se passe si on en a 500 ou 1000? Est-ce qu'on est toujours en capacité de livrer et d'offrir une bonne expérience à nos clients, quoi? Voilà, si j'avais cette réflexion-là, j'aurais pas fait ça. Donc, on a changé les logisticiens pendant l'été, ça a été le bordel. Mais maintenant, l'été dernier, donc au bout de 3 mois, 4 mois. Exactement. Ok, c'est tôt. Et ça a été compliqué de changer le logisticien? Ouais, bah si tu veux, c'est des flux physiques déjà, c'est là où est tout est ton stock. C'est des flux informatiques, il faut être branché. Non, c'est un sacré chantier. Voilà. Et aujourd'hui, on a notre stock qui est dans le sud de la France, donc, tu vois, on n'est pas hyper proche de nous, qui sommes à Paris, mais le truc est bien géré, donc c'est un choix qui est payant, quoi. Ok, super. Est-ce qu'il y a eu d'autres gamelles sur cette première année? Ouais. Ou des erreurs, en tout cas, des choses que tu as dit? Ouais, bah sur la partie communication, puisque c'est quand même un grand sujet pour Respire, c'est que on s'est rendu compte qu'on est passé de la petite marque sympa qui sortait de son crowdfunding, qui a attiré la bienveillance des gens, à une marque qui a grossi, qui a attiré de plus en plus de gens, qui a grossi, donc ça c'est super, mais qui a nourri un petit peu aussi de méfiance, où les gens se sont dit, mais une partie des gens, à mon avis, se sont dit, mais quel est cet ovni? Est-ce que c'est vraiment Justine, cette petite entrepreneuse de 26 ans qui est vraiment derrière? Et est-ce qu'il y a vraiment pas quelqu'un qui tire les ficelles derrière, etc. Donc, j'ai l'impression qu'on a accumulé un peu de méfiance d'une partie de la population qui a émis des critiques auxquelles on a décidé de pas répondre au début, parce qu'on se disait, en fait, si on répond aux critiques, bah, on accorde de l'importance à ces gens-là, on se défocus de notre business qui est vrai. Donc voilà, on a laissé couler. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que une non-réponse voulait pouvoir dire pour certains qu'en fait, on admettait à demi-mot les erreurs ou les critiques qui étaient émises, quoi. Donc on a changé de braquet et maintenant on a mis en place un process qui nous prend du temps, c'est vrai, des ressources en interne, pour répondre systématiquement aux critiques, aux attaques ou juste simplement aux interrogations que les gens ont, les incompréhensions, pour rassurer les gens, montrer patte blanche, et voilà, et ça fonctionne bien comme ça. Alors ça nous prend un peu plus de ressources, mais au moins C'est du monde chez vous? C'est combien de personnes? Si tu veux, à l'équipe com, on est 5 ou 6, donc d'un point de vue humain, c'est du monde, et puis en termes de temps aussi, puisque voilà, quand il y a des grands sujets positifs ou négatifs, bah, ça nécessite de se poser, de réfléchir à la décision la réponse qu'on apporte. Donc ça prend quand même un petit peu de ressources, quoi. C'est un choix qui est compliqué, hein, de savoir si tu laisses les... Alors j'en serai dans le débat, d'ailleurs, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, mais de savoir si tu, justement, il passe du temps, et c'est pas du temps perdu parce que tu construis quelque chose, ou si tu laisses couler, ouais. passer l'orage. Mais non, je suis conscient que c'est un choix compliqué. En revanche, c'est vrai que permettre à tes ambassadeurs, ou en tout cas tes utilisateurs, de pas d'avoir des cartouches, mais les réassurer. Bien sûr.
Ouais, ça c'est hyper important. Et du coup, c'était prévu pour plus tard, mais allons-y. Les actions, c'était quoi? Comment est-ce que tu mets en place? Donc au début, tu laisses passer en disant c'est pas grave qu'on s'entre-nous sur ce qui crée vraiment de la valeur, ou en tout cas voilà ce pourquoi on est là. Mais quand tu décides de réagir, tu fais quoi? Donc déjà, on essaie de comprendre un petit peu le sujet. On essaie de voir aussi la portée du commentaire. Est-ce que c'est un événement isolé de la part d'une, deux, trois personnes, ou est-ce que c'est quelque chose qui commence à prendre l'ampleur sur lequel il faut qu'on fasse attention. Et une fois que le sujet est assez important pour prendre le temps de s'y pencher, on a rédigé un article, en l'occurrence en fin d'année dernière. Non, c'était en fin d'année dernière ou au début d'année, je sais plus. Voilà, pour 2020, hein, là on 2020, parle. ouais. Pour expliquer, tu vois, c'est loin derrière moi, alors qu'en fait, il y a pas si longtemps. Pour expliquer un petit peu notre démarche, répondre aux interrogations, et globalement, dans la très très grande majorité des cas, les gens comprennent notre position, et voilà, quand on pensait être à la pointe de la transparence, à la pointe de la communication pour expliquer, faire de la pédagogie, mais ce que ça nous montre, c'est que les gens sont encore plus en demande d'informations. Donc voilà, tu vois, c'était un bon learning pour nous, c'est de double down sur ce sujet de la communication, de la transparence, de l'explication, de faire de la pédagogie, et on a reçu des super retours. Sur quel support? Du coup, tu réponds sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as une communication auprès de tes utilisateurs? Est-ce qu'il y a... Sur les réseaux sociaux directement, c'est là que tout se joue. D'accord. Et auprès de vos utilisateurs? Tu vois par un mail, par Non, une note? Non, ok. Les utilisateurs, nos clients, tu vois, si on parle des personnes à qui on envoie des mails, c'est des gens qui sont très bienveillants, quoi. Globalement, ils nous soutiennent. C'est souvent sur les réseaux sociaux que ça s'anime un petit peu. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a des débats et les critiques aussi nous permettent d'avancer, pour être tout à fait honnête. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que il y a une furie des réseaux sociaux qui peut générer des buzz, des bad buzz en 2 secondes sur la base de fausses informations ou d'incompréhension. Donc il faut être vigilant à ça. Et nous, en tant que marque, on a la responsabilité de tout de suite remettre les choses au clair si les choses sont erronées. En tout cas, de communiquer rapidement, quoi. Et puis, tu as un droit de réponse. Ouais, bien sûr. Il faut le saisir. Ok, je referme la parenthèse. Pour revenir, alors rester encore un peu sur le business, mais sur le mix produit, il y a un an, c'est un déo qui se lance. Aujourd'hui, vous avez, je crois, une dizaine de refs, je dis pas de bêtises. Ça. Une quinzaine de références. Quinzaine de refs. Comment se fait le développement produit, du coup, et les produits additionnels? Alors, c'est très simple. On part encore une fois de la communauté. Donc, on va les solliciter, on envoie des sondages, on fait venir le Respire Club pour savoir quel produit est-ce qu'ils aimeraient avoir. Et sur la base de ces réponses-là, on travaille en interne d'abord sur l'élaboration d'un brief produit. Donc, par exemple, prenons l'exemple de notre shampoing solide. La crème solaire ou le shampoing solide. Ouais, Okay. qu'on a sorti en novembre. On se dit, voilà, les gens veulent un shampoing solide. Si on devait sortir un shampoing solide Respire, à quoi est-ce qu'il correspondrait? Donc, on a déjà une checklist de choses à voir. Il faut que ça soit fait en France. Il faut que ça soit naturel, c'est-à-dire minimum 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Il faut que ce soit vegan. Il faut que l'aspect sensoriel ne soit pas sacrifié, parce que c'est souvent le cas des soins naturels, c'est qu'en fait les produits, les ingrédients sont super quali, mais derrière ça mousse pas ou ça sent pas bon, etc. Nous, on s'adresse vraiment à des gens qui veulent conserver voilà, ce côté sensoriel pour se faire plaisir aussi. C'est l'enjeu des produits de soins. Okay. Et sur la base de ce brief-là, on va voir 2-3 laboratoires partenaires qui sont spécialisés dans la conception du produit. En leur expliquant le projet, ils nous disent ça c'est quelque chose qu'on peut faire, voilà combien de temps ça va prendre, voilà les budgets. Et s'ensuit, tu vois, un process de environ 6 mois, 1 an, où en fait tu joues au ping-pong avec le laboratoire, ils soumettent des propositions, on les teste, on les fait tester à la communauté, on obtient le retour jusqu'à avoir le produit parfait, quoi. 6 mois à 1 an, c'est long, et aujourd'hui vous en avez une quinzaine, c'est-à-dire que les produits sont sortis récemment? Ouais, ils sont sortis récemment, et surtout dès le départ, c'est-à-dire que même à la toute fin du crowdfunding, donc en janvier 2019, on s'est mis au travail pour le développement de plusieurs produits, quoi. Okay. Donc ça nécessite une bonne organisation.
Et surtout une roadmap, j'imagine, assez précise des priorités. C'est comme quand tu fais du développement et que tu pousses des nouvelles features. Exactement. Tu as un besoin, tu as un backlog, tu as des estimations et ensuite tu les estimes et tu les places par prio. Ok, intéressant. Est-ce que la grande conso vous demandez des produits additionnels aussi ou pas? Alors ils sont en demande, oui. Après on fait pas nos développements en fonction de ce que la grande distrib nous demande. Il peut y avoir toujours des insights intéressants parce que c'est quand même des gens qui accueillent des milliers et des milliers de clients chez eux. Oui, ils savent des choses que tu ne sais pas forcément. Ouais. Mais nous on passe toujours quand même par notre communauté qui nous dit voilà, on aimerait avoir ça, et finalement c'est la meilleure source d'information qu'on peut avoir. Ok. Ton plus gros challenge aujourd'hui pour le développement de Respire, qu'est-ce que c'est sur l'année 2021? Alors, après Covid. Ouais, c'est ça, j'allais dire le Covid déjà. Sortir cette. On continue de se laver, hein, même confiné chez soi, donc c'est au moins une industrie. C'est vrai. Non, il y a deux grands sujets qui sont les mêmes, qui étaient les mêmes en 2020 et qui seront les mêmes en 2021. C'est des super produits. Donc, nous on s'est fixé, comme tu parlais des quels KPI on suit au jour le jour. Nous, un des KPI qu'on suit, c'est la satisfaction client de nos produits. Donc, on veut avoir minimum 4 sur 5 sur chacun de nos produits. Si c'est pas le cas, on refera nos produits jusqu'à ce que ça soit prêt. Un peu comme, tu vois, dans finalement les logiciels avec les NPS scores. Il faut aller chercher la note qui permettra à ton client de recommander ton produit à son voisin. Et donc ça, c'est un challenge. Et ça, vous le mesurez comment? Via des sondages, encore une fois. Donc, toutes les personnes qui ont acheté notre produit 3 mois, 4 mois après, on leur dit voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? La mousse c'était comment? Le parfum c'était comment? Et en fait c'est tout con, hein, mais on récupère 2000 réponses hyper précises et on sait exactement ce qu'il faut améliorer, quoi. Voilà, donc premier sujet, c'est continuer à faire des super bons produits, que ce soit des nouveaux produits sur lesquels on travaille en ce moment. D'ailleurs, on en sort un la semaine prochaine, petit scoop. Je sais pas si le podcast sera sorti d'ici là, on verra. A priori, il aura une semaine ce sera une semaine après, mais c'est ça. Donc il est sorti il y a une semaine. Voilà. Et c'est quoi? Ah bah ça je peux pas te dire malheureusement. Ok, bon. Et donc voilà, des nouveaux produits et les anciens produits qu'on retravaille en fonction des feedbacks des utilisateurs. Vachement comme dans les logiciels en fait, hein. Tu vois, c'est très proche de ces méthodes. Je comprends. Tac, super. Écoute, j'aimerais passer maintenant à la partie acquisition et activation. Objectivement, les réseaux sociaux ont un rôle central chez Respire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Combien de personnes chez vous y travaillent? Quelles sont les stratégies de création de contenu, enfin les approches de création de contenu, le poids entre l'organique et le paid? Alors, je pense que c'est assez rare pour être souligné, c'est que jusqu'à présent, on a fait que de l'organique. Donc, il n'y a eu aucun achat média depuis le début. Je suis le premier surpris. Est-ce que ça fonctionne bien? Et j'en suis très fier parce que finalement, tous les clients qui sont venus chez Respire, ils sont venus parce qu'ils ont vu la vidéo du crowdfunding, ils ont suivi le développement de notre entreprise sur nos réseaux sociaux, sur Respire Naturel, etc., quoi. Et voilà, encore une fois, je reviens à ça. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de masteriser l'histoire que vous allez raconter. Pourquoi est-ce que vous avez lancé ce projet? Apporter de la transparence sur la manière dont vous le faites. Et si ces bases sont saines, en fait, pour moi, c'est la première étape. C'est la première étape du succès, quoi. Et viendra ensuite pour nous, et on commence tout doucement à faire un petit peu d'acquisition payante pour aller chercher des nouvelles niches de personnes qui aujourd'hui n'ont pas entendu parler de Respire. Mais voilà, je vais insister là-dessus, c'est que nous, ça a marché parce que ça a été authentique, on a bien travaillé le discours, on a Justine qui fait un travail de dingue pour parler de la marque, et ça c'est très important d'avoir, à mon avis, quelqu'un qui incarne. C'est très très incarné, j'allais le dire, ouais, c'est un choix. C'est un choix qu'on a fait dès le début, et en fait, ça inspire confiance, quoi. Les gens ont besoin d'être rassurés sur le produit, pourquoi est-ce qu'on fait ça, et avoir quelqu'un qui prend la caméra et qui se filme, ça, je pense, ça inspire énormément confiance, quoi. Ok, je reçois, je crois, 3 notifs par jour sur des lives. Désolé. Sur des lives de Respire. Un peu en ce moment. Ouais, non, mais c'est en plus vous faites. Enfin, c'est bien parce que plus on est early stage, plus on bénéficie
des alertes. C'était comme sur Facebook, quand Ouais. Facebook avait sorti les lives au début. Ouais. Si tu faisais un live, tu étais à peu près sûr d'avoir tout ton réseau, voire plus, qui était notifié. Donc, hyper pratique. Vous le faisiez aussi avant le Covid? Ouais, on le faisait bien sûr avant le Covid. Voilà, de fait, on n'avait pas prévu cette situation-là, mais ça montre que voilà, avoir une communauté, des gens qui nous suivent, peu importe ce qui se passe, exemple le Covid, bah ils sont toujours là parce qu'on a réussi à créer un lien émotionnel fort avec eux, parce qu'ils croient dans notre démarche et ils font partie de l'aventure. Et je pense que c'est un modèle d'acquisition, de marketing qui est bien plus soutenable que les modèles d'acquisition payants dont on voit que les coûts explosent et que c'est plus rentable pour l'entreprise d'aller acheter chacun de ses clients, quoi. Mais alors, de la même manière qu'il y a un product market fit pour le développement d'un produit, je pense qu'il y a un, je sais pas, content market fit sur Absolument. les réseaux sociaux. Je l'avais jamais utilisé. Tiens, Ouais. Non, mais et puis je vais l'utiliser à l'avenir. Mais c'est un peu la même comment chose. vous avez mis du temps à le trouver ou pas, hein? Comment est-ce que vous avez travaillé cette communauté? Bah, encore une fois, dès le début, même avant d'avoir un produit, tu vois, on avait le content pour utiliser ton système. Tout est parti de la communauté, quoi. L'aventure est partie de la communauté. Je crois que c'était Paul Graham qui disait ça. Il vaut mieux avoir 5 personnes qui sont fous amoureux de toi que 1000 personnes qui juste t'aiment bien. Ben, nous, c'est ça, quoi. On a commencé avec un groupe WhatsApp de 50 personnes qui étaient dans l'aventure. Le Respire Club. Le Respire Club. Et progressivement, Okay. si tu veux, le truc s'est étendu, quoi. Ok. Et maintenant, c'est, je crois, 80 000 followers Voilà. sur... On a 150 000 personnes sur les différents réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc, Okay. voilà. Et ça sans débourser d'argent en ads, en influence ou je ne sais quelle autre méthode. On commence à le faire. Je dénigre pas du tout. Je pense que c'est des super méthodes complémentaires. Et sans doute que pour une boîte mature, il faut avoir un bon mix entre ces différentes méthodes. Mais pour moi, c'est impossible de croître de manière saine et rentable comme c'est le cas pour nous, sans avoir cette base saine de followers, de communauté qui vous accompagne au quotidien, quoi. D'accord. Et du coup, il y a une préparation quand même, une ligne éditoriale, une charte sur les posts. Et je vois aussi à côté de ça des posts qui sont plus plus informels et surtout avec des utilisateurs de Respire. Vous les sollicitez pour vous envoyer du contenu? Ouais, bah alors en réalité ils le font eux-mêmes. Ils postent des photos de leur box, ils postent des photos d'eux en train de faire du sport. J'en ai pas beaucoup parlé, mais nous ce qu'on veut faire à travers Respire, c'est faire en sorte que les gens se rendent compte de la magie de leur corps humain, de tout ce qu'on peut faire avec son corps. Ça peut être du sport, ça peut être le boulanger qui pétrit sa pâte, le pompier, l'infirmier, le chanteur, le danseur. Enfin, il y a plein de choses à faire avec son corps humain. Donc, on veut faire prendre conscience aux gens de ça. Et du coup, la deuxième étape, c'est d'en prendre soin, quoi. Donc, nous, on le fait modestement avec des produits clean et l'inspiration au quotidien pour inciter les gens à bouger. Euh, et, et du coup, j'ai perdu le fil de là où je voulais en venir. Je te demandais si tu demandais à tes utilisateurs de faire Et du de coup, te voilà, remonter du contenu. voilà, je pense qu'ils se retrouvent dans cette mission-là, donc ils en parlent d'eux-mêmes, quoi. Ok. Donc être vrai sur les réseaux sociaux, raconter ton histoire et trouver justement Ouais, et d'ailleurs, activer ta c'est pas communauté facile avec. parce que Vas-y. à mesure qu'on grandit, il faut mettre en place des process, sinon c'est insoutenable. Mais sur cette partie communication, on veut absolument rester authentique et spontané, et donc il faut trouver le bon process pour rester spontané, quoi. Donc c'est pour ça que Tu peux nous en dire plus? C'est quoi votre process ou vos process? toujours écouter la communauté et toujours être proche d'eux. Donc typiquement, j'en sais rien, au lieu d'aller faire une grande production avec un budget de 5 000 € dans un studio pour avoir une image hyper quali, bah c'est Justine qui va toujours sans script parler face caméra en selfie à la communauté. Donc ça peut paraître un petit peu amateur, pas très bien léché, mais c'est volontairement spontané et authentique parce que c'est ça que les gens attendent, quoi. Moi, je crois plus du tout au spot de pub de 30 secondes ultra bien léché, parfaitement avec qui représente pas la vraie vie, en fait, tu vois. Non, bien sûr, j'entends. Est-ce qu'elle poste elle-même ou est-ce qu'elle soumet à une équipe contenu qui va C'est un mix des deux. planifier C'est un mix des deux, tu vois. C'est un mix des deux. Ouais, on a un plan de contenu qui est géré par Camille qui fait un super taf là-dessus. Ok. Il y a 15 jours, donc tu vois, elle va programmer des posts en fonction de l'actualité, etc. Donc, aujourd'hui, typiquement, c'est la journée de la Terre, donc on avait vu ça et on reverse une partie de nos ventes aujourd'hui à une association. Donc ça, c'est Camille qui prévoit, et puis Justine, en fait, Justine, c'est quitte main libre.
Dès qu'elle a un coup de gueule à passer, une bonne nouvelle, elle prend sa caméra, elle a bien sûr les codes de Instagram de Respire et elle prend la caméra et voilà quoi. Et c'est ça qui marche quoi. Je pense que c'est la spontanéité, le côté authentique. Ok. Et ensuite, sur le planning de contenu, je vois des séances de hit, Ouais. je vois des pitchs aussi. Comment est-ce que vous gérez justement cet agenda et ce planning de différents types de contenus? Ouais, bah un des éléments très importants, c'est que on veut continuer à développer Respire avec la communauté et lui permettre de s'investir, voilà, lui donner des outils pour s'investir. Donc, tu vois, tous les mois, on se dit bon, voilà, typiquement le Covid, c'était un bon exemple. Comment est-ce qu'on fait si on peut plus les rencontrer physiquement pour les faire intervenir, quoi. Donc là, on s'est dit bah, on va leur faire du sport. Donc on a fait appel à 2-3 coachs de sport pour motiver les gens à continuer à faire du sport. On va organiser ce Respeech qui est en fait l'extension de ce qu'on a fait sur M6 en février. C'est-à-dire que on permet aux gens de pitcher leur startup et de répondre aux questions de notre communauté en direct. Et les gens sont super contents de participer, quoi. Ils s'approprient aussi le projet Respire, je pense. Ok, excellent. Tu en parles et c'est génial parce que c'était mon sujet suivant, mais vous êtes passé dans Qui veut être mon associé, comme plusieurs invités d'ailleurs Ouais. du panier, qui ont eu d'incroyables résultats post passage. Alors moi j'ai deux questions. Un, les effets. Est-ce que tu le recommandes? Comment vous en avez tiré parti? Est-ce que tu le referas? Et deux, surtout sur la partie planning, parce que je crois que c'était Minimonde ou Morphée qui était passé, enfin qui avait enregistré presque un an avant le passage télé. Du coup, vous, quand vous êtes passé, je vous ai vu, parce que je vous suivais déjà à l'époque, vous parliez de la crème solaire. Or, j'imagine que ça a été enregistré il y a pas mal de temps. Ouais, c'était en juin, ouais. C'était en juin dernier, Ouais. donc quelques mois à peine après le lancement Ouais, exactement. du premier produit, le déo. Exactement. Ok. Alors, Comment est-ce qu'ils vous ont trouvé? Vous avez postulé ou non, c'est je pense que c'est comme pas mal d'émissions ou de shooting, etc., où il y a un casting et t'as des messages qui sont postés sur les réseaux sociaux, recherche, j'en sais rien, blond, 1m80, etc. Voilà, c'était un peu la même chose, recherche start-up, voilà, qui commence tout simplement son activité. Et j'ai un pote qui a vu ça, qui m'a envoyé le truc, qui d'ailleurs, je crois, connaissait quelqu'un dans la boîte de production qui était Sony. Ils nous ont mis en relation. Je pense que notre projet leur a plu. Nous, on s'est dit, bah écoute, c'est super, on est au tout début, mais allons-y. Donc, globalement, on a beaucoup dit oui aux sollicitations au début, sans savoir trop où on allait. Et pour être tout à fait honnête, quand on a tourné, on s'est dit bon, c'était bien, mais on n'imaginait pas du tout l'impact que ça allait avoir 6 ou 8 mois plus tard, quoi. surtout que t'as presque oublié. C'est ça, t'as oublié. C'est dans la vie d'une startup, 6 mois, surtout les premières années, c'est une autre vie, quoi. Ah ouais. Donc il se passe 6-7 mois avant le passage, ok. Et du coup ça passe. Et vous aviez déjà le produit crème solaire? Ouais, on était. Vous étiez déjà en. Ouais, on avait déjà le produit crème solaire. On allait le sortir, je sais plus. Et il était développé. Et donc avance rapide, on est en février 2020, 7 mois plus tard. L'émission passe et là. Ah, là, ça explose. En fait, on a la chance qu'on a eue, c'est qu'on n'est pas passé dans les premiers, donc on a eu le temps de voir les autres projets exploser. On s'est aperçu que c'était sur M6 en prime time, je crois que c'était le mardi soir, quelque chose comme ça. Vous avez gonflé le serveur? Ouais. Ah non, vous êtes sur Shopify, Non, mais, c'est ça? ouais, mais tu vois, ça c'est un bon exemple, c'est que je crois 90% des sites qui sont passés dans cette émission ont craché le soir même. Donc nous, moi j'ai gueulé auprès de Shopify, on leur a dit on veut pas de problème de serveur, c'est remonté jusqu'au CTO de Shopify pour s'assurer que le truc allait tenir. Alors l'avantage c'est que Shopify c'est comme une infrastructure assez robuste. Donc on n'a pas eu de sujet là-dessus et heureusement d'ailleurs, mais on a bien préparé. Mais ils ont fait une action ou pas? Ils m'ont dit qu'ils avaient fait une action, oui, bien sûr. Ils m'ont dit qu'ils ont fait une action. D'accord. Ok. Et voilà, effectivement, ça a explosé. Alors, on a eu un pic de trafic sur notre site, sur les réseaux sociaux. Tu vois, on a dû prendre 15 000 abonnés en 24 heures, ce qui est juste monstrueux. C'est énorme. Ok. Tu vois, on a dû faire 10 fois plus de commandes que d'habitude. Et surtout, on a, je pense, intéressé des gens qu'on ne touchait pas d'habitude sur nos réseaux sociaux, qui étaient peut-être en dehors du milieu parisien dans lequel on vient. Et voilà, ça a beaucoup de valeur, quoi. Et c'est ce que je te disais avant l'émission, c'est que la télé, au même titre que les publicités, les modèles de publicité un peu plus classiques, comme l'affichage dans le métro, c'est des trucs qui reviennent à la mode. Et
et qui sont hyper puissants, quoi. Même si on n'en parle pas beaucoup dans les qui te permettent de sortir de tes cercles habituels. Exactement. Ok. Qui peuvent convaincre ceux qui hésitaient ou qui te connaissaient un petit peu mais n'étaient pas sûrs et qui peuvent. Ouais, ok. Tu peux le quantifier, l'impact que ça a eu. Alors j'imagine qu'en grande conso, il y a un peu d'inertie parce que t'as pas une vue directe sur le stock et les achats en magasin. Mais est-ce que tu as eu des commandes de Sephora et de Monoprix plus importantes, enfin en réappro? Ouais. Derrière, ça s'est tout de suite ressenti. On a fait x10 de notre chiffre d'affaires mensuel par rapport au mois d'avant, quoi. Donc c'est x10 ouais, ah non, c'est en chiffre d'affaires sur le site? sur les deux, Sur les deux, tout confondu. confondu. C'est énorme. Et le mois d'après? Mois d'après, c'est redescendu un petit peu, mais on est dans aujourd'hui des résultats qui sont bien plus importants par rapport Qu'avant. voilà, aux moyennes d'avant l'émission. Ouais. Est-ce que tu as, avec le recul, optimisé au mieux? Est-ce que tu aurais pu faire plus après ce passage télé? Alors, pour être honnête, on avait quand même bien préparé, tu vois, on avait changé l'affichage du site, par exemple, pour expliquer à tous ces gens-là qui ne connaissaient pas Respire, qu'est-ce qu'on faisait. On avait écrit un article de blog sur les réseaux sociaux. On s'était assuré de présenter nos produits. On avait fait des stories le jour même en se mettant devant la télé en disant regardez, on est Respire, on regarde on regarde la même émission en même temps que vous. Et je pense que ça a fait marrer les gens, quoi. Ok. J'ai poussé une gueulante, une fausse gueulante, mais une gueulante un peu triste sur LinkedIn. Effectivement, la première soirée, je crois il y a 4 ou 5 projets qui passent. Hein, j'avais regardé, je trouvais ça sympa. Effectivement, sur les 4, il y en a 3 dont les sites plantent. Et j'ai dit putain, on est en 2020, ça fait 20 ans qu'il y a Capital qui fait des émissions sur des startups et que les sites plantent. On le sait maintenant, quoi. Ouais. Donc, tu gonfles tes serveurs et si tu n'y arrives pas, tu mets une landing temporaire, Exactement. Tu fais de l'embasement, tu prends de l'email ou de l'abonné, enfin tu prépares, tu vois. Et en même temps, ce que je me dis, c'est que ce qui n'y avait pas il y a 20 ans ou 10 ans, peu importe, c'est que aujourd'hui t'as le replay. Donc j'aurais imaginé que ça s'étalait un petit peu dans le temps et en fait apparemment pas. Hein, ça, t'as un pic au moment du passage. D'ailleurs c'est assez étonnant de se dire que 5 minutes ou peut-être même moins après que t'aies ouvert la bouche à la télé, t'as un pic de commandes. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont chez eux, qui regardent l'émission et qui sont tellement enthousiasmés par ton projet, qui vont commander, quoi. C'est pas simplement ils vont regarder, s'abonner à ton Instagram, c'est qu'ils vont commander. C'est pas de la curiosité, quoi. Non, c'est vraiment étonnant. Non, mais x10 en chiffre d'affaires sur le mois qui suit, c'est assez impressionnant. Ouais. Ok. Écoute, ça fait un moment qu'on se parle. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de la tech et de vos choix techno pour le site. Et on terminera, je te poserai une question qui est... je te poserai 2 questions. D'abord, est-ce qu'il y a eu une courbe d'accélération, un tipping point à un moment de cette première année? Et puis, on conclura avec une jolie question sur les fondamentaux business. Ouais. Sur la partie tech, vous êtes sur Shopify. Vous avez été sur Shopify dès le début? Ouais, absolument. Alors, on a été sur Shopify dès le début. On avait codé en dur un thème sur Shopify, qui était notre moyen pas cher d'avoir quelque chose d'assez custom, mais qui était quelque chose de pas du tout scalable. Donc, pour rappel, Shopify, c'est une infrastructure qui est censée permettre à des non-tech de pouvoir modifier ton site de manière assez flexible sans avoir de connaissances en code. Et on n'a pas du tout utilisé. Ouais, et puis au-delà de ça, c'est aussi self-hosted, c'est-à-dire que tu ne gères pas l'hébergement, la maintenance, l'infogérance. Ouais. Et ensuite, on est resté sur Shopify, mais on est repassé sur un thème, si tu veux, existant. Maison. Voilà. Ah, le thème actuel, c'est un thème existant? C'est un thème qu'on a développé, si tu veux, mais ça reste. Ah oui, d'accord, c'est pas un thème sur étagère. Exactement. Mais qui aujourd'hui nous permet d'aller, j'en sais rien, modifier notre homepage, modifier les messages, rajouter un produit, sans avoir à faire appel à une agence web, par exemple, quoi. Ok. T'en avais testé d'autres dans le passé? Non, j'en ai pas testé d'autres. Je sais que Shopify est pas du tout les moins chers si on compare par rapport à Presta ou Magento, notamment aussi parce que dès que tu vas rajouter une application, en SaaS, c'est des frais supplémentaires. Mais je suis tellement content d'être sur Shopify que je le recommanderais à tout le monde, quoi. Je sais que je paye un petit peu plus cher, mais c'est d'une facilité d'utilisation pour nous startups que ça vaut le coup, quoi. On veut pas s'emmerder avec des sujets d'infrastructure informatique, etc., quoi. On a notre dashboard. Ok, vous êtes en Shopify normal. Advanced. Pas en Advanced, ok, d'accord. Je crois qu'il y a une dernière brique. Plus. Ouais, plus, voilà. On n'y est pas encore. Ouais. Est-ce qu'il y a des outils, des add-ons, des apps que tu utilises sur Shopify dont tu ne pourrais pas te passer?
Je sais pas, les avis, Ouais. les réductions, l'embasement, Ouais, alors euh, je vais peut-être te décevoir un peu, mais globalement, encore une fois, on s'est focalisé sur du marketing organique, donc on n'a pas 1 milliard d'applications euh, qui permettent de faire de l'embrasement, etc. Il y a 2, 3 applications que je recommande qui sont vraiment super utiles. Il y a Klaviyo pour le CRM, donc on envoie toutes nos campagnes d'emailing via Klaviyo et c'est branché à Shopify pour récupérer bien la data et avoir un ROI précis de chacune de tes campagnes. Et ça fonctionne super bien. Alors, on s'arrête une seconde. Klaviyo, on en parle souvent sur le panier. Il y a pas mal d'outils et de services qui existent et qui permettent de faire des choses assez similaires. Mm-hmm. Tu en as testé d'autres dans le passé? J'avais testé Mailchimp, qui est quand même la version Ouais. plus basique. Et puis, on m'avait recommandé Klaviyo. Et j'en suis très content, donc je bougerai pas, je pense. D'accord, ok, bon, très bien. Donc Klaviyo pour le CRM. On va commencer un peu de referral marketing pour capitaliser sur notre communauté. Donc c'est le système de parrainage où chaque... Quelle plateforme? Et on va utiliser Viral Loop normalement. Viral Loop, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Qui a l'air très bien. Pourquoi partir sur du referral? Pour que les gens puissent poster sur leur blog, pour le partager sur le réseau? Ouais, le système du referral, c'est que tu vas capitaliser sur ta communauté existante et donner un incentive à ces gens-là pour qu'ils en parlent auprès de leurs proches, de leur communauté, parce qu'on pense que les meilleures personnes qui peuvent parler de nos produits, c'est nos ambassadeurs, c'est nos clients existants. Et donc c'est assez simple, c'est que tu vas, par exemple, offrir une réduction à toute personne qui va recommander Respire à ses proches. Et on a vu dans le passé sur d'autres aventures entrepreneuriales que ça a très très bien fonctionné, quoi. Je sais pas si tu connais Harry's, par exemple, les rasoirs aux États-Unis. Ils ont réussi à embaser, eux leur but était d'embaser des emails, et via ce système de référent, ils ont embasé 100 000 emails en un mois, quoi. Une semaine. 100 000 emails sur une semaine, ils avaient déjà une grosse base de clients, j'imagine. Pas beaucoup, non, pas beaucoup du tout. Ok. Ouais. Ah, ok, hyper intéressant. Ouais. Viral Loop pour vous, et du coup, vous allez communiquer comment sur le site, par email, sur les réseaux? Ouais, par email. Le fait qu'il y ait ce programme. Par email et sur notre site, je pense. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres outils dont tu ne peux pas te passer aujourd'hui? Alors, les avis clients, parler des reviews, c'est un vrai sujet. Ouais. Aujourd'hui, disons qu'on a fait step 1, on laisse la possibilité aux gens de laisser des avis, parce qu'on sait que c'est important pour notre communauté d'avoir l'avis de personnes, de personnes qui ont testé les produits. Donc, on est sur, je vais te dire ça. On est sur... C'est un outil Shopify ou c'est externe? On est sur JudgeMe, voilà. Ok. Qui est un outil qui est pas très cher et qui fait le taf. Et on se pose la question plus tard de passer à des applications un petit peu plus élaborées qui permettent de faire plus de choses. Donc, par exemple, permettre aux gens de laisser des avis non pas écrits mais en vidéo, par exemple. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on va investir dans le futur. Des avis en vidéo que vous mettrez directement sur le site, accessibles sur le site. Ouais, disons qu'il y a toujours le doute d'avoir des avis qui sont pas réels, donc mettre quelqu'un qui sont tous à 5 ou 4,5 quoi. Ouais. Exactement. C'est ça. Encore une fois, ça crée encore plus de confiance, quoi. D'accord. Tes campagnes d'avis de tes produits, ce dont on parlait tout à l'heure pour l'optimisation des produits, tu les fais par email? Ouais, très simple. C'est un survey, soit sur Google Survey, soit je sais plus comment ça s'appelle. C'est notre système d'email. Tu vois, moi, c'est très simple. Ok. Ouais. Super, merci. Est-ce qu'il y a eu dans cette première année, ou même ces 2 premières années, si on compte le R&D et le crowdfunding, des tipping points sur lesquels ça vaut le coup de revenir, des courbes d'inflexion fortes de la croissance ou des ventes ou de la communauté? Ouais, il y a le crowdfunding, ça c'est sûr, ça a été un moment incroyable où en fait on a deliver the baby, tu vois, comme disent les Anglais. Ce petit projet qu'on tenait avec nous depuis 9 mois et les quelques personnes du Respire Club, on l'a montré aux yeux du monde, à la communauté de Justine, et on est passé de 0 produit précommandé à 20 000 en un mois. Et donc, ça a été un tipping point dans la mesure où, déjà, ça a concrétisé le projet parce qu'on a eu de l'argent
pour financer la première production. Et 2, surtout, voilà, c'était plus un petit projet de 2 entrepreneurs en herbe qui se lançaient. Maintenant, on avait, c'était, je crois, 6000 personnes qui attendaient leur déodorant. Donc, on avait aussi une responsabilité, quoi, d'aller shipper ces déodorants alors que la production n'était pas encore faite. On n'avait pas de logisticien, pas de site, etc. Tu tombes dans le réel, quoi. Tu tombes dans le réel, là. Là, c'est plus du tout, t'es plus du tout en théorie ou chez toi à faire ton business plan, quoi. Là, c'est du réel. Ok. Donc ça, c'est première accélération très forte. Deuxième accélération, ça a été en mai 2019, où en fait, on a lancé notre site e-commerce et dans la foulée, on a lancé chez Monoprix. Donc là, pareil, en fait, on s'y attendait pas, mais rupture de stock dans tous les Monoprix de France. Même Monoprix était impressionné. On a d'ailleurs été élu meilleur lancement de l'année par Monoprix. C'est génial. Ouais. C'est quoi la première commande de Monoprix ? Ils te commandent combien de produits la première fois ? Ils doivent te commander 2000 produits, quelque chose comme ça, tu vois. D'accord. Et ils les mettent pas dans tous les Monoprix, donc j'imagine que c'est des Monoprix ciblés. C'est ça, exactement. On était dans une peut-être entre 50 et 100 Monoprix et le truc est écoulé en une semaine. Ils nous repassent une commande dans la semaine, tu vois. C'est fou. Et la deuxième commande, elle est de combien ? Je sais plus, ça doit être 4 fois plus. Et tu vois, 2 mois après, ils nous étendent dans tous les Monoprix et maintenant on est même dans les Monop, qui sont les petits Monop, les petits magasins de quartier. Mais donc voilà, deuxième gros moment, c'est voilà, on arrive, on lance notre e-commerce qui explose, on lance notre activité de grande distrib qui explose et on est les premiers surpris, quoi. Donc l'étape juste après ça, c'est le recrutement, quoi. On est passé de 2 personnes à 15 personnes en 2 mois. Il a fallu structurer, mettre en place des process et c'est voilà. Vous étiez accompagné ? Quand tu dis accompagné, c'est-à-dire sur les process, l'orga. Ouais, on est bien entouré. On est bien entouré, surtout qu'on est jeunes quand même tous les deux. Moi j'ai 26 ans et Justine elle en a 25. Donc on est bien entouré par des gens qui nous conseillent, très bienveillants, sur comment structurer une équipe. Voilà. Et je pense qu'on a fait les bons choix. Ça c'est peut-être un conseil aussi que je donnerais. Au même titre qu'on aurait peut-être dû prendre un logisticien plus compétent au début. Là on a fait un bon choix, c'est de prendre des personnes compétentes, plus seniors que nous, meilleures que nous, sur les différents sujets, opérations, commerciales, développement produit, et qui tout de suite nous ont aidés à franchir un palier, quoi. Parce que voilà, on leur a pas dit ce qu'il fallait faire, c'est eux qui nous ont dit voilà comment ça se passe les opérations, voilà comment ça se passe le produit, etc., quoi. Intéressant ça. Donc des gens expérimentés dans le business, ouais. Plus que vous. Ouais. Et ok. Pas toujours facile à manager. Pas toujours facile à manager. D'un point de vue personnel, je pose la question. Ouais, non, t'as raison. Ça peut être un enjeu. C'est un des grands enjeux pour nous avec Justine. C'est voilà, maintenant on est 17, on sera 25 dans 6 mois, je pense. Comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde bosse dans le même sens? Alors, ça reste 25, ça reste une petite entreprise, mais quand même, t'es obligé d'avoir des process pour que l'information circule bien, pour ménager les égos, pour ménager l'ambition de chacun. Et s'assurer que tout le monde bosse dans le même sens, quoi. Donc, on lit des bouquins, on a des coachs, on a pris des coachs chacun, Justine et moi, pour se faire aider sur les sujets un petit peu épineux. Et voilà, et on apprend en marchant comme ce qu'on a fait depuis le début. C'est pas forcément le même coach. Chacun son coach. C'est hyper personnel, quoi. Le coach est un peu le psychologue de l'entrepreneur, à qui tu vas déverser tous tes soucis, tous tes problèmes. Et c'est hyper important d'avoir ces gens-là autour de toi pour t'aider, quoi, surtout quand t'es jeune. Ok, très intéressant. Petite parenthèse, mais donc vous êtes en rupture de stock. Le site fait exploser les ventes. Monoprix, rupture de stock, commande 2000 produits la première fois, 8000 ensuite. Vous avez un buffer de combien de temps et surtout, quel est le cycle? Quand tu passes commande à tes laboratoires, tu as tes produits au bout de combien de temps? C'est long, c'est 3-4 mois, le temps qu'ils recommandent les matières premières, etc. Donc, c'est peut-être un des grands sujets dans le marché du soin, c'est que tu as quand même des time to market qui sont relativement longs pour sortir un produit, pour se réapprovisionner, d'où l'importance, mais cruciale, d'avoir une organisation au cordeau avec des process en place. Et donc, notre directeur des opérations, Guillaume, il a construit un fichier de stock où, en fait, tu sais que sur la base de tes prévisions, tu vas être en rupture de stock en avril, donc tu dois recommander en janvier pour être sûr de jamais tomber en rupture de stock, quoi. Et même en ayant ces trucs-là, tu peux pas passer à côté des ruptures de stock. Par exemple, M6, tu en avais pas prévu x10, donc voilà. Et alors, comment tu as géré les ruptures de stock? Il faut expliquer. Tu vends quand même et tu préviens que ce sera livré dans 3 mois, ou comment tu gères? Non, c'est difficile de faire ça.
malheureusement, en fait, tu prends pour toi. Donc, tu expliques à tes clients que tu es en rupture de stock. C'est une perte sèche du chiffre d'affaires. Et tu fais tout ton possible pour accélérer la production et l'approvisionnement des prochains produits, quoi. Et tu ranges ton frein en pensant au business raté, quoi. Okay. Voilà. Mais bon, écoute, franchement, c'est des bons problèmes. Pour une première année, tu vois, si c'est ça les sujets, on pourrait se morfondre, mais en réalité... Ouais, c'est un problème de riche. Ouais. C'est un problème de riche, c'est super, tant mieux. Et c'est une super croissance. D'ailleurs, voilà, pour le mot de la fin, avec un tout petit peu de recul et en prenant de la hauteur, donc les deux, un peu en arrière, un peu en haut, les fondamentaux de cette première année, on ne va pas dire que c'est une énorme réussite, mais c'est un incroyable départ. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Mais voilà, les fondamentaux, les 3 points sur lesquels tu peux prendre un peu de recul. Alors, moi je pense que le premier, ça a été bien s'associer et se demander pourquoi est-ce qu'on s'associe, pourquoi est-ce qu'on va monter cette boîte. Il faut être super clair parce qu'il va y avoir des moments difficiles et si on n'est pas convaincu que on est à l'endroit où on doit être avec la bonne personne, pour moi ça fonctionnera pas, quoi. Et donc nous on a bossé pendant 9 mois avant de sortir ce premier produit avec Justine sur voilà, pourquoi est-ce qu'on fait ça, quelle est l'histoire qu'on va raconter, quel est le message qu'on veut transmettre. Et ça, je pense que c'est le truc primordial qu'il faut clarifier dès le début de l'aventure. Le deuxième sujet, c'est qu'on parle d'optimisation, de gros hacking, etc. Mais le plus important, ça reste ton produit. T'as beau optimiser tout ce que tu veux, être le meilleur en gros hack, si ton produit ne convainc pas tes clients, ça ne fonctionnera pas. Donc nous, on bosse encore d'arrache-pied aujourd'hui pour améliorer nos produits existants parce qu'on sait que c'est ça qui fera la différence demain, quoi. Donc, en fait, c'est relativement simple. C'est bosser sur ton produit à fond, être focus sur ton produit et tes KPI, ça doit être le réachat de tes produits. Voilà, ça, c'est le deuxième sujet. Et je pense que le troisième, c'est la partie humaine. À la fois l'équipe, donc les 10-15 soldats qui vont t'accompagner au début et c'est eux qui vont faire que ton business va décoller ou pas. Et donc, c'est pour ça que nous, on a rapidement embauché des personnes qui étaient assez seniors, assez capées pour nous accompagner. Donc, quand je parle de l'humain, c'est à la fois ton équipe et à la fois la communauté. Et ça, on met un point d'honneur à ne pas monter dans notre tour d'ivoire et piloter un business comme pourrait le faire une entreprise qui grandit. Donc, c'est pour ça que Justine, elle continue à prendre la parole sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on invite toujours 15-20 personnes de notre communauté pour parler de nos produits. C'est pour ça qu'on fait des sondages pour savoir quel prochain produit ils veulent. C'est pour ça que on organise des lives et on fait intervenir notre communauté sur les réseaux sociaux. Ça nous permet de rester très lucide sur le marché, quoi. Voilà. Ok. La bonne association, la qualité des produits et la satisfaction client, et ensuite l'humain, ouais, en interne ou en externe. Exactement. Ok. Merci énormément pour ton temps, j'ai trouvé ça super intéressant. Merci encore Thomas. On a passé 1h15 ensemble, on devait passer un peu moins d'1 heure, mais voilà, j'ai appris pas mal de choses. J'espère que vous aussi, très chers auditeurs. Je te souhaite bonne chance pour le lancement du produit dans 1 semaine, qui aura 1 ou 2 semaines au moment où vous écouterez cet épisode, où vous aurez découvert ce que c'est, et tu pourrais nous le dire d'ailleurs, puisque en vrai ça ne sera pas. J'ai pas le droit, mon équipe comme Bon. Merci encore pour ton temps, bonne chance pour la fin du Covid, et merci à vous tous, chers auditeurs. N'hésitez pas surtout à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou à la newsletter sur lepanier.io. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du Panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.